Robin Michalon, chercheur en sciences politiques, peux-tu nous dire des choses sur la pensée d'Anne-Lise ? Bonjour à tous. Donc, je suis honoré d'être invité ici. Je précéderai mon intervention de peut-être 3 petites remarques. Tout d'abord, je n'amène pas avec moi une expérience spécifique qui donnerait le poids à mon propos. Et donc, en fait, la valeur de ce que je vais dire n'a de sens que dans votre écoute critique, et particulièrement critique au point que si je dis des erreurs et que vous me corrigez, ce seront autant d'erreurs que je ne redirai pas à une autre occasion. Le deuxième point, avant de commencer, c'est de dire que je suis d'ores et déjà désolé d'utiliser le terme handicap comme une catégorie unique. C'est une des grandes difficultés finalement d'intervenir comme ça, de façon très courte, sur le thème du handicap et d'inclure, autant que faire se peut, la diversité des expériences, des vécus et des situations que ce terme recouvre et qui pourraient même peut-être nous amener à le critiquer, en tout cas dans ses usages les plus idéologiques. Et le troisième point que je vais ici, c'est que je vais parler donc de la relation de soins. Anne-Lise fait quelque chose de très très important dans son texte et qui s'accorde dans une certaine mesure avec certaines de nos initiatives à l'espace éthique, c'est d'élargir la relation thérapeutique en dehors des institutions et d'une certaine façon de penser une cité face à la question du soin. Je suis désolé de rétrécir le propos et de le ramener à l'échelle de l'institution, mais dans la discussion, on pourra réouvrir. Donc, je vais commencer pour structurer mon propos, je vais commencer par citer le texte d'Anne-Lise, déjà parce qu'il est vraiment super, et ensuite parce que c'est une façon, un fil que je pourrais tirer dans la présentation. Donc, Anne-Lise l'a déjà lu, je suis désolé de le répéter. Dans le paradigme thérapeutique que j'ai développé ici, il se peut que certaines personnes en situation de handicap choisissent de prendre ou non une possibilité qui leur est offerte par le soignant. Le second cas est plus fréquent de nos jours, donnant parfois l'impression au thérapeute d'un échec thérapeutique. Mais avoir donné la possibilité du soin à l'individu, c'est déjà le restaurer dans sa capacité d'être humain, dans sa capacité d'être écouté, et en cela affirmer sa propre humanité de soignant à travers ce geste qui ne le cherchait pas. Défiant nos conceptions spatiales les plus élémentaires, ici, en même temps que le soignant abrite l'humanité de son patient, le patient abrite l'humanité de son soignant. Donc, à partir de... Pour pas nécessairement reformuler, mais pour amener une forme de problématique autour de ce qui est écrit ici, on peut considérer que cette nécessité de l'écoute vient d'un point de vue pragmatique. Et j'imagine que si vous êtes présent dans cette salle, vous êtes déjà sensibilisé à cette idée qu'on ne peut pas soigner quelqu'un contre cette personne, ou on ne pourrait pas soigner quelqu'un contre cette personne, et qu'un soin pertinent se fait à partir de l'expérience de cette même personne. Mais il faut ressaisir tout le contexte historique qui précède la possibilité d'émettre un tel discours. Et en soi, affirmer comme ça l'importance de l'implication, l'importance essentielle de l'implication de la personne dans un soin qui serait donc une co-construction, elle remonte pour moi d'abord à tout un travail militant, plein d'actions militantes, surtout dans le domaine du handicap, qui ont eu lieu à travers le monde depuis les années 60 jusque dans les années 90. C'était la France avec des collectifs comme Handicapés Méchants, les États-Unis avec le DIA ou l'Angleterre avec UPIAS. C'est des actions militantes parfois radicales, comme aller se laisser tomber au milieu d'un terrain de foot pour empêcher un match de commencer, des manifestations anti-téléthon particulièrement violentes. Voilà. Le mot d'ordre, tous ces mouvements étaient différents, mais un des mots d'ordre qui les rassemble, c'est que le soin n'est pas une charité et que les personnes handicapées ne devraient pas, sous prétexte d'une situation différente, faire l'objet d'un soin qui serait charitable, là où les autres personnes auraient droit à un soin qui serait un soin d'égal à égal. Et on retrouve plus ou moins ici l'idée qui était donnée par l'intervenante à ma droite, je suis désolé pour les prénoms, Sandra, de ce regard culturel spontanément présenté dans nos sociétés vis-à-vis des personnes handicapées comme étant l'objet d'un mouvement charitable.
à l'intérieur d'une relation de soins fondée sur la charité, que je critique ici, et que je crois Annelise critique, et surtout qui était un des combats politiques de ces mouvements militants, il n'y a pas la possibilité pour la personne qui reçoit le soin de dire non. De même que personne n'attendrait de la personne qui demande de l'argent dans le métro qu'elle nous rende la pièce qu'on lui donne, puisque c'est une relation de charité qu'il nous faut parfois questionner aussi. À l'intérieur d'une relation de soins entre une personne handicapée et un soignant fondée sur cette idée de charité, il n'y a pas cette possibilité de co-construction. Il y a simplement la possibilité d'accepter pour la personne, non, même pas la possibilité d'accepter, l'obligation d'accepter pour la personne handicapée le soin qu'on lui tend, qu'on lui offre. Le texte d'Annelise nous permet véritablement de dépasser cette dimension charitable du soin vis-à-vis des personnes handicapées en créant un nouveau paradigme de soins. D'une certaine façon, il nous permet de déconstruire de distinguer deux formes de responsabilisation à l'intérieur de la relation de soins. Il y aurait d'une part la responsabilisation passive, c'est celle à l'intérieur de la relation de soins fondée sur la charité. Cette responsabilisation passive n'a finalement que faire de l'idée ou de l'opinion de la personne qui reçoit le soin. Elle consiste simplement à dire que ce serait irresponsable de la part de la personne de refuser ce soin, puisqu'on lui offre de bon cœur, pour dire les choses ironiquement. Face à ça, je pense que le texte d'Annelise est particulièrement important parce qu'il nous permet de construire une responsabilisation active. Cette responsabilisation active, c'est celle de la co-construction du soin. Et elle est beaucoup plus importante que celle de la responsabilisation passive qui a tendance à se focaliser sur la possibilité ou non de gâcher des ressources rares. À l'intérieur, j'ai travaillé personnellement sur la structuration du travail des personnes handicapées dans les années 60-70 en France. Et c'était un discours très courant de dire c'est complètement déraisonnable et irresponsable de la part d'une personne handicapée de refuser un emploi qu'on lui propose dans une entreprise, entre guillemets, et dans la tête des personnes, on a déjà bonne âme de les inclure. Le fait qu'elles refusent est perçu comme quelque chose d'ingrat. La responsabilisation active est beaucoup plus pertinente parce qu'à l'intérieur de la co-construction, elle permet la construction d'un soin qui lui-même sera pertinent et lui-même peut être adapté et probablement plus économe en ressources que celui d'un soin donné de façon unilatérale. À partir de cette distinction entre responsabilisation passive et active, on peut décliner et traduire cette question vers la question des valeurs. Dans les Disability Studies, qui ont été mentionnés un peu plus tôt, et c'est très bien, il y a une véritable critique de ce qui s'appelle les medical values, donc qui seraient les valeurs médicales. Je vais expliquer ce que c'est, parce que je ne pense pas qu'on puisse critiquer de façon unilatérale ce qu'on appellerait des valeurs médicales. Pour les auteurs de ce mouvement de pensée, les valeurs médicales, c'est les valeurs qu'on instituerait avant la relation de soins et donc avant l'interaction. Elles sont très faciles à cibler parce que c'est celles qu'on va appliquer aux soins dans le cas des personnes avec lesquelles on ne peut pas interagir. Par exemple, à l'issue d'un accident pour une personne en réanimation. Donc elles ont été théorisées par quelqu'un qui s'appelle Engelhardt, qui est un philosophe américain, et qui cite notamment la réduction de la souffrance, la restauration des capacités et la restauration de la forme corporelle. Ces valeurs médicales n'ont que faire finalement de la personne en face et de la personne qu'on est en train de soigner. Elles précèdent l'interaction et vont donc s'appliquer à toute personne, on va dire, sur le lit d'hôpital, de la même façon. Je pense que la responsabilisation active que propose le texte d'Annelise peut se traduire selon un nouveau type de valeurs, que j'appellerais du coup des valeurs interactionnelles, mais qui sont aussi particulièrement difficiles à institutionnaliser, et je vais essayer d'explorer cette question. Les valeurs interactionnelles qui sont présentes dans le texte, c'est particulièrement le regard, l'écoute, essentiellement le respect du silence. Ces valeurs ne peuvent pas préexister à la relation. D'ailleurs, il n'y a pas de sens à dire qu'on écoute quelqu'un sans qu'il y ait de relation. L'écoute démarre à partir du moment où il y a interaction. Et donc, elle ne peut pas, la construction et la mise en place de ces valeurs ne peuvent pas ne pas prendre en compte la personne avec laquelle on est en train d'interagir. Voilà. À l'intérieur de cette question donc, des responsabilisations actives et des valeurs interactionnelles, que va être particulièrement l'écoute, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, une fois qu'on a,
émis une critique et mis de côté la responsabilisation passive, la charité et le non-respect de la personne avec laquelle la relation de soins se construit. Comment faire pour construire un système de santé, un système d'accompagnement où justement ces valeurs interactionnelles, cette responsabilisation active de la personne avec laquelle on est en train d'interagir peut avoir cours. Et c'est très compliqué parce qu'on est ici dans ce qu'un des collègues de l'espace éthique appelle le standard et le non-standard. Accepter et ériger les valeurs interactionnelles comme valeurs maîtresses et importantes du soin, c'est aussi accepter la variabilité des expériences et la variabilité des opinions et la variabilité des valeurs et des espoirs en lien avec la relation de soins. Et je donne comme ça deux pistes qui fonctionnent par duo pour essayer d'ouvrir des possibilités, et d'une certaine façon elles existent déjà, hein, vous le savez probablement mieux que moi, pour mettre en avant comme ça un système de soins qui mettrait en avant les valeurs interactionnelles, celles de l'écoute particulièrement. La première, ce serait le développement d'une éducation à l'invention, qui se couplerait en fait d'une forme de sensibilité éthique. Ça implique un travail épistémologique très complexe, à savoir celui de transmettre des savoirs qu'on pourrait être capable soi-même de questionner, notamment dans les valeurs morales qu'ils véhiculent. Je ne sais pas, par exemple, à l'intérieur d'un service d'anesthésie, non, ça ne marche pas. Il faudrait être capable, par exemple, de prendre en compte qu'une personne puisse avoir à l'intérieur de son projet de vie la douleur. La réduction de la douleur est une valeur fondamentale de la médecine et une grande part du corps, du savoir médical, vise précisément à réduire cette douleur. Mais on peut tout à fait concevoir que la douleur puisse être une partie, voire même dans certaines mesures très complexes, un but à atteindre dans le cadre d'un projet de vie. Entrer dans une valorisation des valeurs interactionnelles dans la relation de soins, ça pourrait être accepter que la personne dise « oui, je vais souffrir à l'intérieur de mon projet de vie, mais c'est plus important encore que le fait de ne pas souffrir ». La deuxième voie que j'aimerais ouvrir, elle s'inspire vraiment de ces mouvements militants que j'ai cités en début d'intervention. Il faut savoir quand même qu'ils ont été très puissants aux États-Unis et en Angleterre, alors qu'en France, on est resté à un niveau vraiment zéro, vraiment minoritaire. Ces mouvements aux États-Unis et en Angleterre se sont constitués autour de deux choses. Tout d'abord, c'est le local. C'est des mouvements qui étaient profondément locaux. Ça part de trois amis qui vivent dans la même aile d'une université, une telle université qui s'est d'ailleurs ouverte aux personnes handicapées en se disant que comme ça, elle aurait plus d'élèves. Donc pas du tout dans une démarche altruiste ou quoi que ce soit. Ça part, par exemple, d'un rassemblement de personnes à l'intérieur d'une manifestation qui se sont retrouvées exclues de la manifestation parce que justement elles étaient en fauteuil roulant. Il y a quelque chose dans la proximité et dans la localité qui ouvre l'interaction et permet le rassemblement qui, à mon avis, est une première étape qui permet de faire valoir les valeurs interactionnelles, l'écoute et le regard. Et la deuxième étape, c'est celle que j'appellerais du haut-parleur, du rassemblement, et c'est de réussir à construire un discours collectif prenant en compte les diversités, mais qui en même temps doit savoir s'appuyer sur la force du groupe. Une personne qui parle toute seule ne saura pas ouvrir les voies que j'essaie d'ouvrir avec vous. Voilà.